sur i24 News, vous regardez Sport le Mag. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes sportifs. Aujourd'hui, un menu chargé. Regardez les titres de votre journal. Gros plan sur ces jeunes athlètes en lice à Sotchi. Jeunesse dorée, médailles qui pleuvent, c'est surdoué des compresses, parfois un peu trop bruyamment. Un match au sommet, reprise de la Ligue des Champions. En huitième de finale, Manchester City rencontre le Barça. Il va y avoir du spectacle, c'est sûr. Et au Brésil, on prépare la Coupe du Monde. Certains stades sont fin prêts, d'autres pas. Le pays réussira-t-il à être dans les temps? Et enfin, pour une œuvre de charité, ils vont affronter l'hiver américain. Nous verrons de courageux golfeurs jouer sur un green blanc. Ils n'ont même pas 20 ans, ils sont surdoués, ils raflent des médailles à Sotchi, sérieux, le sens du travail, amoureux du sport. Ils ont aussi les travers évidemment de l'adolescence, ils aiment la fête et les nuits blanches. Gros plan sur ces jeunes athlètes qui connaissent le succès peut-être un peu trop vite. Le récit de Lise Barenbaum. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont médaillés. Mais quel est leur secret? À Sotchi, les très jeunes athlètes font légion. Ils ont entre 15 et 20 ans et ils battent déjà des records mondiaux. Julia Lipnitskaya, 15 ans, a illuminé la patinoire de Sotchi avec sa grâce et son visage poupin. Cette nouvelle icône russe est devenue la plus jeune médaillée d'or en épreuve collective aux JO d'hiver. Idem pour Ayumu Hirano, 15 ans, un snowboarder japonais qui donne du fil à retordre à ses aînés en épreuve de halfpipe, et Andreas Wellinger, 18 ans, qui permettent à l'Allemagne de remporter le saut à ski en équipe. Chez les Bleus, les jeunes prodiges sont nombreux. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Valérie Fournéron, a félicité les sportifs étudiants médaillés de bronze. Ces athlètes font partie d'un programme spécifique mis en place par les universités de Grenoble pour faciliter leur parcours. 12 étudiants se sont qualifiés pour Sotchi, soit 10% de la délégation française. Après, je me dis, c'est énorme. Déjà, je fais les Jeux Olympiques à 15 ans, je suis en finale. Je fais un top 15, les objectifs que j'avais, ils ont été tous réalisés. Et ça marche. Maurice Magnifica, étudiant en biologie, a remporté le bronze sur le relais 4x10 km en ski de fond, alors que Chloé Trespeuch a donné sa 5e médaille à la France en snowboard cross. Une prouesse pour cette jeune fille de 19 ans que personne n'avait vu venir. J'ai surtout pensé à ce que je devais faire tout le long de la course et surtout pas oublier de prendre du plaisir en ridant. Et ça a marché pour arriver jusqu'à cette médaille. Mais celle qui a fait les gros titres, c'est la très précoce Colline Mattel. À 19 ans, la petite Savoyarde a gagné le bronze en saut à ski féminin. Elle a dû affronter une adversaire de poids, Sara Takanashi, une japonaise de 17 ans. Un exploit pour la juvénile Colline, diagnostiquée surdouée très tôt, elle a toujours brillé en sport. Et sa soif d'adrénaline l'a conduite jusqu'à Sotchi. Une réaction qui a un peu d'émotion parce qu'effectivement c'est une belle médaille. Colline, elle était deuxième après le premier saut, donc voilà, elle fait une médaille de bronze à la fin et vraiment très satisfaite pour elle parce que vraiment elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a que 19 ans. Comment en sont-ils arrivés là? Pas de mystère, ils ont commencé très jeunes. À 2 ans, ils font leur premier pas sur la neige ou la glace et vers 10 ans, ils choisissent leur discipline de prédilection. Les entraînements rigoureux pendant les week-ends et les vacances scolaires de leur adolescence achèvent de les préparer. Pourtant, si le village olympique a parfois des airs de lycée, il se transforme souvent en colonie de vacances incontrôlable. Jérémy Abbott, patineur américain, a même été obligé de quitter la résidence pour se reconcentrer. Sotchi est un véritable royaume de la malbouffe où les athlètes peuvent se procurer des boissons gazeuses et des hamburgers à volonté. Cette année, les autorités ont préféré interdire la vente et la consommation d'alcool sur le site pour éviter les débordements des Jeux de Vancouver en 2010. Sotchi est aussi un site de rencontre à ciel ouvert. Jamie Anderson, snowboardeuse américaine, est ravie d'utiliser une application de dating, Tinder, pour rencontrer des prétendants. Une bagatelle quand on sait que les nuits sont courtes à Sotchi pour tous ces très jeunes sportifs. Et nous recevons par téléphone notre spécialiste Christelle Pascal en direct depuis Sotchi. Christelle, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Alors vous qui êtes sur place, est-ce que l'on sent cette ambiance jeune et un peu désinhibée? On parle beaucoup de cette application Tinder qui met les jeunes athlètes, qui permet de se rencontrer en fait.
Oui, c'est le buzz un petit peu du village olympique, du village des athlètes, effectivement. Bon, après, vous savez, c'est pas non plus la réalité de tous les Jeux olympiques. Bien évidemment qu'il y a une certaine jeunesse et il y a des très jeunes athlètes qui arrivent avec beaucoup de fraîcheur et qui ont besoin de s'amuser et qui, voilà, ne sont pas forcément peut-être en couple non plus, donc qui prennent un peu de plaisir en dehors des séances d'entraînement et des séances de compétition. Ça, mais c'est loin d'être la majorité. Je crois que aujourd'hui la majorité des athlètes est là pour des raisons bien précises et puis ne sont pas là pour parler de malbouffe ou se coucher tard ou faire la fête pendant les Jeux Olympiques. Je crois qu'ils auront largement le temps de la faire après la saison. Donc c'est pas la fête tous les soirs. Alors hier, il y avait du brouillard et la plupart des épreuves ont été annulées. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes revenus à la normale, Christelle ? Absolument pas, Valérie. Aujourd'hui, c'était l'hécatombe. Il est tombé des trombes d'eau sur le géant féminin ce matin. Et puis, ça se clôture ce soir avec le Ice Pipe encore qui est en live et qui est sous des flocons d'un fort gros gabarit, comme on dit. D'accord. Alors, on va revenir avec ce duo de jeunes juifs américains qui empochent l'or en patinage artistique, Merrill Davis et Charlie White. Ce sont les premiers Américains de l'histoire à gagner cette épreuve. C'est incroyable quand même, hein, Christelle ? C'est absolument incroyable, c'est bien pour le pays. C'est vrai que les États-Unis est un pays tellement vaste que l'aspect sportif, c'est vrai que nous on le voit au travers. Moi je connais plus le ski alpin par exemple. C'est vrai qu'il y a des grands champions comme Lindsey Vonn ou Bode Miller qui sont des grands champions américains, mais qui sont presque méconnus dans leur pays tellement il y a des sports beaucoup plus populaires. Et je suis contente pour ce couple américain qui a remporté cette belle médaille. En tout cas, ils étaient vraiment très très élégants hier lors de leur présentation de leur programme. On sentait vraiment une très très belle complicité. Après, voilà, le patinage artistique, il en ressort aussi beaucoup de problématiques avec les juges, avec les notes qui sont pas toujours acceptées et jugées bonnes par tout le monde. Avec voilà, parfois on a l'impression que la course est déjà gagnée d'avance et qu'on connaît le podium avant même la fin du programme. Mais ça, ça reste le patinage. Il y a toujours eu des problématiques avec ces sports à juge. C'est vrai qu'ils étaient magnifiques hein, sur Sherazade, on vient de voir les images. Et puis enfin, on revient sur la nouvelle médaille de Martin Fourcade. Après 2 médailles d'or en biathlon, cette fois-ci, il n'hérite que de l'argent en mass start. Mais c'est quand même une super performance, sachant qu'il était malade hein, avant la course, Christelle. Complètement, oui. Il a une grosse sinusite et encore ce matin, il était incertain. Il a passé une nuit absolument épouvantable où il avait... il était complètement pris en fait des voies respiratoires et ce matin il était vraiment incertain. Puis finalement il a fait cette course, heureusement, puisqu'il empoche une belle médaille d'argent et en plus à quelques centimètres, je crois 1 ou 2 centimètres de son rival, le Norvégien Jensen. Alors ce n'est pas le seul Français aujourd'hui, Pierre Vaultier empoche l'or en snowboard cross. Alors si je compte bien, ça fait 8 médailles pour les Français, c'est ça ? On en est à 8 médailles et c'est vrai que celle de Pierre Vaultier ce matin avec le snowboard cross était une belle médaille parce qu'il a une histoire particulière. Pierre Vaultier, il s'est blessé, il s'est cassé les ligaments du genou au début de l'hiver et en fait il a décidé avec une belle rééducation de tout miser sur les Jeux Olympiques. Il venait à peine de reprendre de snow. Et il a dit, je vais au jeu, je suis qualifié, je vais tenter même avec un genou cassé. Donc il était au départ avec une attelle. Et du coup, cette médaille a vraiment un goût particulier, le goût de beaucoup d'efforts pour parvenir à surmonter la douleur de la blessure. Merci beaucoup Christelle et à bientôt sur i24 News. Et on continue avec du football. Et c'est le moment que tous les amoureux du ballon rond attendent tous. C'est la reprise de la Ligue des Champions. Les étoiles de la planète football débutent du spectacle. C'est ça, la Ligue des Champions. On commence par le match au sommet de ces 8e de finale Manchester City qui reçoit le Grand Barça. Ça y est, les paris sont ouverts. C'est la première confrontation entre ces deux équipes en match officiel. Chez les Mancuniens, l'équipe est en perte de confiance malgré sa très grande forme. Les hommes de Pellegrini ont enchaîné une défaite à domicile face à Chelsea et un match nul sur le terrain de Norwich. Mais reste néanmoins sur une victoire en Cup contre Chelsea. Une chose est sûre, Pellegrini prend les choses très au sérieux et son adversaire catalan, même si le Barça n'est plus la même équipe qui a remporté la Coupe aux grandes oreilles en 2011, a de très bons joueurs dans son effectif. De son côté, le Barça, évidemment, qui vient de récupérer Léo Messi et Neymar de blessure. L'Argentin a inscrit 5 buts lors des 3 derniers matchs, alors que le Brésilien a marqué un but somptueux ce week-end. On va l'écouter tout de suite.
Je pense que nous faisons moins peur qu'avant, parce que nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions ces 2 dernières années. Mais ils nous respectent toujours. Nous avons une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. C'est une équipe différente, bien entendu. C'est très difficile de maintenir le niveau qu'avait l'équipe il y a 3 ans. Mais si l'on se penche sur leur saison, ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont en tête du classement et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi. C'est toujours une très grande équipe. Et on enchaîne avec la seconde rencontre, le Bayer Leverkusen qui accueille le Paris Saint-Germain. En Allemagne, les Parisiens qui partent a priori favoris, d'autant plus que Leverkusen est dans une mauvaise passe et vient d'enchaîner 2 défaites consécutives, dont une face à Kaiserslautern, une équipe de seconde division. Le Bayer reste néanmoins une équipe redoutable en contre et va tout tenter devant son public pour créer la surprise. En face, le Paris Saint-Germain sera privé de Cavani, mais pourra compter sur le reste de l'équipe et surtout sur sa grande star, Zlatan Ibrahimovic, le Suédois, qui a déjà marqué 8 buts cette saison en Ligue des Champions et il compte bien continuer sur sa lancée. Les Parisiens partent favoris, mais Laurent Blanc est méfiant comme à son habitude. Il prend aucun adversaire à la légère. Il s'inquiète surtout pour la forme physique de ses joueurs. Écoutez-le. Et donc voilà, les joueurs seront prêts, quoi. Parce que physiquement, vous savez très bien que physiquement, il faut être prêt, quoi. Et les Allemands le seront, ça c'est sûr. Puisqu'ils ont une préparation, à mon avis, très pointue là-dessus. Ils ont une trêve hivernale de 3 semaines. C'est pas un hasard, à mon avis, si l'année dernière, il y a eu 2 clubs allemands qui étaient en finale de la Champions League. Et de la Ligue des Champions, on passe à la Coupe du Monde qui, je vous le rappelle, cet été se disputera au Brésil. Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, multiplie ses allers-retours pour constater l'avancement des travaux et surtout les retards de chantier. Pour commencer, la bonne nouvelle, il a visité le stade de Brasilia qui, il l'affirme, sera l'un des plus beaux et des stades les plus avant-gardistes du monde. Côté mauvaise nouvelle, le stade de Curitiba inquiète. La FIFA doit annoncer prochainement si oui ou non ce stade sera conservé dans la liste des 12 enceintes censées accueillir la Coupe du Monde. L'abandon de ce stade serait un grand désaveu pour le Brésil et créerait de gros problèmes d'organisation et de logistique pour la FIFA. Et on termine ce tour d'horizon des grandes compétitions par l'Euro 2016 qui aura lieu en France. Michel Platini a annoncé en grande pompe l'arrivée de la semaine de football lors des qualifications pour le tournoi. Les matchs de poule ne se joueront plus que sur 2 jours, comme c'est le cas actuellement, mais sur une semaine entière. Et ce, afin que toutes les équipes gagnent en visibilité. Ainsi, on pourra voir l'Allemagne le lundi, l'Espagne le mardi, l'Italie le mercredi, et ainsi de suite. De quoi faire plaisir aux supporters, mais aussi aux chaînes de télévision et aux annonceurs publicitaires. Michel Platini a par ailleurs profité de l'occasion pour confirmer le nouveau passage de l'épreuve de 16 à 24 équipes pour la phase finale. Allez, on passe tout de suite au tennis avec le tournoi de Dubaï. On part du côté des femmes. C'est le premier tour et les favorites n'ont pas toutes eu la même chance. Sloane Stephens, l'américaine, a été éliminée par la Tchèque Lucie Safarova. Le score 6-3, 7-5. L'espagnole Carla Suarez Navarro a éliminé la russe Nadia Petrova 6-3, 6-2. Et enfin, l'américaine Venus Williams a été expéditive face à une autre russe, Elena Vesnina, qui est sortie de la compétition en 2-7, 6-3, 6-2. La sœur de Serena, âgée de 33 ans, était dans son élément et a lâché de très beaux coups droits dignes de ses meilleures années sur le circuit. Et puis, direction le Brésil, Rafael Nadal, le numéro 1 mondial de tennis, a fait du tourisme à Rio. Il a été admiré le Corcovado sur les hauteurs de la ville. Il a même jeté un coup d'œil aux installations prévues pour la prochaine Coupe du Monde de football. Un peu de détente avant le début de l'Open de Rio. En tout cas, il y en a un autre qui a déjà repris le travail, c'est David Ferrer, le numéro 4. Nadal commencera avec un match contre son compatriote Daniel Gimeno. On l'écoute avant le début de la compétition. Vous allez le voir, le Brésil et Nadal, c'est une véritable histoire d'amour. J'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec mes supporters d'Amérique du Sud. Je me sens très proche d'eux et quand je suis ici, je me sens presque comme à la maison. Les gens sont vraiment très agréables avec moi. Le Brésil en 2005, ça a été le début d'une saison extraordinaire. Et l'année dernière, à Sao Paulo, ça a encore marqué le début d'une très bonne saison. Le Brésil m'apporte toujours beaucoup d'énergie positive. Aux États-Unis, c'est l'hiver et pourtant certains n'hésitent pas à braver la neige. Rien ne peut arrêter ces golfeurs de jouer sur le lac Erie. Ils participent même à une compétition de charité. Le but, récolter des fonds pour rénover un parc de la région. Ils ont dû utiliser des balles oranges, mais ils ont été à bout du parcours, à 9 trous, même 40 cm de neige. Mon Dieu, quel courage!
Allez, direction l'Argentine où vous allez le voir, toutes sortes de choses se passent sur les terrains de football. Un match de première division a dû être stoppé à cause d'un invité surprise. Un chien a fait sa petite promenade au milieu des joueurs, une scène absolument insolite, une franche partie de rigolade pour le public qui, pour quelques secondes, s'est cru dans une arène de corrida. Le match opposait Rosario Central à River Plate et s'est soldé par un score nul, 1-1. Vous avez vu, ça ne fait pas plaisir à l'arbitre. En tout cas, rassurez-vous, le chien va très bien. Et puis regardez ces images paradisiaques. Nous sommes à Hawaï et un invité inattendu est venu profiter des vagues. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un petit cochon qui adore le surf. Il accompagne souvent son maître, un surfeur expérimenté. On peut dire qu'il se sent comme un poisson dans l'eau. Il connaît les plages par cœur et n'hésite pas à fendre les vagues. Et tout le monde a l'air content. Voilà, c'était bien une émission sportive et non 30 millions d'amis. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. À bientôt.